Salut à tous, c'est Plugin. Aujourd'hui, je teste pour vous, après avoir parlé de la montre connectée, un smartphone low cost de la taille de l'iPhone 6 Plus et je vais le comparer avec un iPhone 5. Voilà, alors vu de l'extérieur, forcément la taille est très différente, mais on va pas s'attarder là-dessus. Au niveau des coloris des deux téléphones, l'iPhone 5 est disponible en deux couleurs, gris et noir. Enfin, ils appellent ça gris sidéral et après argenté, mais bon, voilà, concrètement l'idée c'est gris et noir. Métallique, en tout cas, la couleur ici est plutôt métallique, comme vous pouvez le voir. Ça donne une impression d'absence de couleur, on va dire. Ça donne un truc très neutre, puisque ce métallique donne l'impression qu'il n'a pas vraiment qu'il n'a pas été coloré en fait. Donc, ça c'est l'iPhone 5 et le Cubot H1, c'est son nom. Lui a une taille beaucoup plus grande, donc la coque est en plastique colorée en blanc. On peut tout de suite voir une sorte de finition. Je sais pas si vous pouvez voir, oui, vous arrivez à voir là. Une sorte de finition avec des traits qui sont perpendiculaires les uns aux autres dans différents sens. Et donc pareil avec une caméra et un flash. Alors nous allons comparer les deux tout de suite, nous allons les allumer. Donc le bouton d'alimentation sur le Cubot est sur le côté et sur l'iPhone il est sur le haut. Et on va donc, déjà première chose, ce Cubot H1 est sous Android 5.0. Donc Android 5.0 c'est l'avant-dernière version d'Android, puisque la 6.0 est en train d'être déployée et il n'aura pas le droit de faire ça. Alors je vais pas pouvoir faire de test téléphonique puisque je n'ai pas de carte SIM. La carte SIM est actuellement dans l'iPhone. Elle était pendant très longtemps, depuis janvier de cette année, elle était dans le Cubot et je m'en servais tous les jours. Maintenant j'ai décidé de la passer à l'iPhone 5 et je vous dirai lequel des deux je préfère. Et vous allez voir à la fin, je vous réserve une petite surprise. Bien, donc sur Android, il faut glisser vers le haut pour allumer le téléphone. Sur iPhone, il faut glisser vers la droite. Je vais saisir les codes parce que j'ai pas eu le temps de les changer. Sur l'iPhone, une petite étape supplémentaire à faire est que sur l'iPhone, le code se rentre instantanément. Sur Android, il faut appuyer sur un bouton de validation. Vous voyez maintenant les deux téléphones ouverts. Je vais supprimer les mails. Les deux téléphones sont ouverts ici, sur leur page d'accueil. Alors vous pouvez tout de suite constater la différence. Sur Android, il y a les widgets qui m'affichent l'heure en grand avec la météo actuelle, l'état de la batterie et l'état du système. Ce qui n'existe pas sur iPhone, puisque sur iPhone, vous avez toutes les applications. Et ce qu'on va faire, c'est que ce que j'ai mis là, sur le téléphone Android, c'est le lanceur de Google. C'est un lanceur assez spécifique, qui fait que quand vous allez comme ceci, dites OK Google ou quoi que ce soit d'autre, vous retrouvez pas avec le lanceur qu'il y avait à l'origine. Donc je vais ouvrir les paramètres et vous remettre le lanceur qu'il y avait à l'origine. Voilà, le lanceur va s'initialiser parce que je l'ai pas lancé depuis longtemps et voilà à quoi ça ressemble. Toutes les applications sont mises ici avec des icônes différentes que ce qu'elles peuvent avoir sur l'Android normal. Je vais vous montrer ici. Comme vous pouvez le voir, les icônes d'application sont modernisées, comme vous pouvez le voir. YouTube, c'est ça, c'est la vraie application YouTube, mais l'icône a été changée. En ce qui concerne l'icône d'appareil photo, dès que vous téléchargez une application d'appareil photo, l'icône va être comme ça. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas si mauvais. Après, toutes les applications ne sont pas optimisées. On peut constater ici, par exemple, pour toutes ces applications-là, qu'ils n'ont pas optimisé leur icône pour le launcher. Du coup, ça fait un effet un petit peu plus moche que si l'icône remplissait tout le
tout l'écran. En ce qui concerne les appareils photo, forcément c'est bien connu, l'iPhone a une bien meilleure qualité que celle du Cubot. Mais nous allons quand même réaliser un petit test comparatif. Je vais ouvrir l'appareil photo des deux côtés. Comme ceci. Voilà. Alors, comme ça, on peut quand même voir une différence de qualité. On voit un reflet en plus, c'est chiant. On peut quand même voir la différence de qualité parce que sur le Cubot, il attire moins de lumière, hein, comme vous pouvez le voir. Il se focalise à l'extérieur, mais c'est un peu sombre. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la photo. Très bien. Alors la photo n'a pas été prise. Je ne sais pas pour quelle raison. La photo n'a pas voulu être prise. Du coup, il va falloir que je vous montre une autre photo à la place. Donc voilà, maintenant ensuite il faut savoir donc que les deux appareils photo ont le même type de flash. Honnêtement je les ai essayés, ils éclairent autant l'un que l'autre. Je vais essayer de vous faire une démonstration. Le problème sur Android, on peut pas allumer un flash directement par un raccourci. Il faut passer par une application qui l'allume, un peu comme sur les anciens iPhone, donc là voilà, lampe torche. J'allume la lampe torche, je l'allume aussi sur l'iPhone et on va éblouir la caméra avec. Vous pouvez peut-être voir que la lampe du Cubot éclaire un peu plus en bleu et la lampe de l'iPhone éclaire un peu plus en jaune. Vous pouvez peut-être voir qu'il y a des traces de bleu. Voilà, si je le mets comme ça, vous pouvez peut-être voir qu'il y a des traces de bleu, tandis que sur l'iPhone, je les ai pas parce qu'il émet moins de lumière bleue. Voilà, là il émet... mais cependant, la lumière du Cubot est plus performante lorsqu'on cherche un objet dans le noir. La lumière du Cubot émet plus de lumière que l'iPhone 5S. Vous pouvez voir que, l'iPhone 5. Vous pouvez voir que l'iPhone 5, lui, émet vraiment de la lumière blanche, tandis que tandis que le Cubot émet plus de la lumière blanchie, quoi. Voilà, ça c'est pour le test du flash. Pas très intéressant. Donc il faut savoir que l'iPhone 5 est déjà un modèle assez ancien d'Apple. Il ne possède pas toutes les nouveautés et c'est pour ça qu'on peut l'égaliser à ce Cubot. Il faut savoir déjà que l'iPhone 5 ne possède pas de toutes les nouvelles fonctions d'Apple, comme par exemple il ne possède pas d'empreinte digitale, enfin le capteur d'empreinte digitale. Et un point par contre important sur lequel l'iPhone 5 se fait exploser par ce Cubot, c'est que le Cubot a de la 4G compatible avec toutes les fréquences. L'iPhone 5 ne l'a que à certains endroits. Pour vous dire, je suis chez Free et les fréquences 1800 MHz ne sont pas encore parfaitement développées. Dans tout Paris, j'ai essayé un petit peu de me balader dans tout Paris avec. Le seul endroit où j'ai pu avoir de la 4G, c'était ici. Oui, en plein milieu de l'autoroute, direction Roissy-Charles de Gaulle. Ça nous encourage à quitter la France, merci beaucoup. Free, vous faites un joli travail. Bon, à ce moment-là, j'avais une très très bonne réception, comme vous pouvez le voir. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisque dès qu'on s'est retrouvé devant l'aéroport de Charles de Gaulle, on a déjà perdu ce relais 4G qui nous donnait l'antenne. Donc l'iPhone 5, on va dire qu'il est compatible uniquement 3G, parce que Free et encore tous les autres opérateurs, à part Bouygues Telecom, n'ont pas encore suffisamment d'antennes 1800 MHz en 4G. Il faut dire en plus que Free l'a dit lui-même, l'iPhone 5 n'est pas considéré comme un smartphone 4G. Donc même si on arrive à se connecter en 4G, Free a une question de fair use, ça veut dire que si on peut consommer 50 Go d'internet si on est connecté en 4G, 20 Go si on est connecté en 3G avec un téléphone 4G, mais il n'est pas considéré comme un téléphone 4G, donc on n'aura que 3 Go de data
c'est un peu dommage, surtout quand il a la capacité de le faire, mais que l'antenne n'est pas assez évoluée pour son niveau. Le Cubot, même s'il n'est pas dans la base de données de Free, n'a aucun problème puisqu'il se connecte à toutes les bandes de 4G. Il est presque connecté en permanence quand je suis dans la ville en 4G et il n'y a absolument aucun souci avec. Un deuxième point où il explose l'iPhone 5, c'est l'autonomie de la batterie. Alors je sais, vous allez me dire, oui, les iPhones ont l'autonomie de batterie désastreuse, etc., etc. C'est pas totalement vrai. L'iPhone 5 a une quand même assez bonne autonomie de batterie, hein, tout comme le 5S que j'ai utilisé auparavant. Vous allez me demander après pourquoi je suis passé du 5S au 5, je vais vous expliquer, parce que ça cache une petite surprise. Donc, l'iPhone 5 a une autonomie de batterie ne pouvant pas vraiment dépasser un jour. Certes, mais on s'y est tellement habitué que ça passe. Maintenant, pour ce Cubot, je ne l'utilise pas autant que l'iPhone. Donc c'est sûr que les tests ne sont pas assez précis. Mais disons que mon iPhone 5S, lequel je m'en servais autant que mon Cubot, à la différence qu'il était en mode avion, a tenu 3-4 jours. 3-4 jours, 1 heure par jour, hein, généralement dans l'après-midi, pour regarder mes mails, etc. Il y avait quand même le Wi-Fi, hein. Donc il y avait le Wi-Fi activé. Sur l'iPhone 5S, j'ai réussi à tenir. Donc je sous-entends que c'est la même chose pour le 5, vu que pas grand-chose n'a changé dans ce domaine-là. Il a réussi à tenir 4 jours, donc ça veut dire 4 heures d'utilisation. Pour ce Cubot H1, connecté en 4G, avec le partage de connexion actif sur le Wi-Fi, Bluetooth et USB, ce qui fait beaucoup. USB qui était naturellement pas connecté, hein. Là, il a réussi à tenir 1 semaine et 3 jours, à savoir de samedi, je l'ai réussi à avoir jusqu'à mardi d'après. C'est juste excellent comme autonomie de batterie, et même si je l'utilise pas autant, il faut dire que là, depuis 2 semaines, je l'ai laissé allumer comme ça, sans rien, et il faut dire que l'autonomie de batterie s'en sort très très bien, puisqu'il est à 49% depuis je ne sais pas combien de temps. L'autonomie de batterie est excellente et il y a une raison pour laquelle cette autonomie de batterie est excellente. Pour cela, je vais me retourner le téléphone et ouvrir la coque arrière du téléphone. Puisque oui, sur ces téléphones-là, Android, c'est évident, les coques arrière peuvent s'ouvrir, contrairement à l'iPhone qui est scellé dans son aluminium. Cela dit, il est possible de l'ouvrir, mais je ne le recommande pas parce que Apple, après, va vous faire tout un cirque comme quoi la garantie n'est plus appliquée. Donc là, ici, c'est normal, il faut l'ouvrir pour insérer la carte SIM. Ce téléphone est double SIM aussi, je tiens à préciser, donc c'est très intéressant. Par contre, il est double SIM, mais la deuxième SIM doit avoir un format très spécifique. Alors, je vais m'expliquer. Pour la double SIM, tout simplement, ici, il y a une SIM qui s'insère face du haut et une SIM qui s'insère face du bas. Mais, vous voyez ici qu'il demande une mini SIM. Et qu'ici, il demande une SIM de taille normale. Donc ça, tout est aléatoire, ça dépend quel format vous allez utiliser. Mais c'est double SIM, en tout cas, vous pouvez utiliser les deux en même temps. Et donc le secret, pourquoi est-ce qu'il a une si grande autonomie de batterie, c'est tout simplement parce que la batterie elle-même est 2 fois plus lourde que le téléphone. Enfin, elle est elle fait au moins 60% du poids du téléphone. Et vous pouvez voir que la batterie est juste énorme. Elle fait la taille de l'écran de l'iPhone 5, voire un peu plus. Elle dépasse même. Elle dépasse. Cette batterie est extrêmement lourde, mais extrêmement grande aussi. Si je la mets dans ma main, regardez ce que ça donne. C'est donc vraiment une batterie très très lourde et qui peut supporter donc tellement longtemps. Et avec une batterie tellement lourde, on a donc une possibilité très intéressante pour narguer les utilisateurs d'iPhone. Je vais vous montrer ça tout de suite. Lorsque le téléphone est allumé et qu'il est chargé suffisamment, donc là 49% c'est très bien, c'est une charge correcte. Il ne faut pas que ça vous pénalise après, hein. Mais vous pouvez recharger d'autres appareils. Donc là j'ai le câble quelque part, je l'ai rangé dans ma boîte à câbles, j'ai pas envie de le ressortir pour l'instant parce que je me suis habitué à l'iPhone 5. Mais si vous avez un doute, allez voir le début de ma vidéo sur les montres connectées. Et la suite si ça vous intéresse. Vous pouvez clairement voir que je branche ma montre connectée à mon téléphone et qu'elle se recharge.
ça fonctionne avec un petit adaptateur qui s'appelle OTG, On The Go. Vous pouvez connecter une clé USB dessus et le téléphone la reconnaîtra comme clé USB sur laquelle vous pouvez transférer vos documents, données, photos, musique, etc. C'est vraiment très 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 pratique le On The Go. Et tous les téléphones ne l'ont pas. J'ai vu même dans une émission de radio, il parlait d'un adaptateur qui permettait de transférer le courant d'un téléphone à l'autre. Mais il faut que le téléphone soit compatible OTG, ce qu'il ne précise pas. Alors vous me connaissez, moi j'aime beaucoup tout ce qui est high-tech, mais je n'aime pas quand il manque des éléments précis. Moi j'ai besoin d'être précis. Je vois que beaucoup de youtubeurs très connus font simpliste. C'est sûrement mieux pour la majorité de l'audience, parce qu'ils comprendront mieux. Mais moi j'ai besoin vraiment que ce soit le plus précis possible et qu'on comprenne chaque détail d'une différence ou de quoi que ce soit. Voilà. Donc, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le OTG. Il faut que le téléphone soit compatible. Et bien, je vous le dis, ce téléphone, il est compatible OTG. Et il peut recharger naturellement un autre appareil. Comme ça. J'ai pas essayé d'épuiser la batterie en rechargeant les autres appareils parce que c'est pas le but. Mais j'ai réussi à charger une fois l'appareil à 100%. J'ai perdu environ 5% de batterie sur le Cubot. Donc, c'est très très raisonnable. Maintenant, je pense que plus on l'utilise, plus le téléphone va s'épuiser en termes de batterie, puisque recharger un iPhone, c'est quand même extrêmement demandant en énergie. On peut même s'amuser à recharger un iPad, vu que le chargeur est de 2 mAh, et donc ça permet donc au téléphone de se charger aussi rapidement qu'une tablette. La firme de Keyboard nous le confirme avec simplement 10 minutes de recharge, grâce à la technologie qu'ils appellent Quick Charge, Fast Charge. Elle existe sur beaucoup de téléphones Android, mais c'est bien qu'ils l'ont intégré sur ce smartphone. Le téléphone Cubot, en 10 minutes, on peut appeler 2 heures en continu avec l'écran allumé et sur haut-parleur, avec Wi-Fi Bluetooth activé. On peut parler 2 heures au téléphone avec quelqu'un. Ce que je trouve juste dingue avec juste 10 minutes de chargement. Vous vous rendez compte? Vous vous levez, vous vous habillez, vous vous douchez. Vous mangez, vous devez partir. Juste le temps que vous vous brossiez les dents et que vous enfilez vos chaussures et votre manteau et vous pouvez partir avec votre téléphone, ça fera à peu près 10 minutes et magie, vous vous retrouvez avec un téléphone qui peut appeler 2 heures en cas de besoin. 2 heures c'est vraiment énorme, donc c'est très très bien et au pire des cas, il peut évidemment se faire recharger avec une batterie externe, mais attention, pas n'importe quelle batterie externe. Il aura besoin d'une batterie externe, pareil, compatible, donc, de niveau 2 mAh, parce que c'est comme ça. Au niveau des détails techniques, donc, c'est un processeur, donc, quadricœur, si je ne dis pas de bêtises, il me semble, de Qualcomm, et ça, honnêtement, c'est pas très très intéressant. Par contre, il a 1 Go de RAM. Pour un téléphone Android, c'est très 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 bien parce que les téléphones Android ont tendance à ramer. Et donc, oui, j'ai pas dit, mais les deux ont la caméra frontale et les deux ont le détecteur de luminosité ambiante pour adapter la luminosité de l'écran. Honnêtement, ça marche beaucoup mieux sur l'iPhone que sur l'Android. Sur l'Android, généralement, il surestime un petit peu la valeur de la valeur donc de la luminosité et souvent l'écran est légèrement trop fort par rapport à mes yeux quand on sait qu'on peut encore baisser la luminosité. C'est bien plus agréable quand je la baisse après à la main. Voilà, niveau bug et autres, les deux en sont complètement exempts, sauf sur le Cubot avec la dernière mise à jour qui va être corrigée dans pas très longtemps. Elle est peut-être même déjà corrigée, mais ça fait longtemps que je l'ai pas connecté au Wi-Fi parce que j'étais pas là. Donc il y avait une mise à jour qui a fait foirer les réglages de Wi-Fi. Donc si jamais vous êtes concerné lors de l'achat, ce qui m'étonnerait franchement parce que les mises à jour sont régulières, elles se font environ toutes les 2 semaines. Vous pouvez via le centre de contrôle en glissant du haut vers le bas accéder aux paramètres du Wi-Fi, le couper, l'allumer et choisir à quel réseau vous connectez et y saisir le mot de passe. Là ça fonctionnera, mais depuis les paramètres ça ne fonctionne pas. Vous pourrez essayer si jamais vous l'avez acheté. Vous pourrez essayer, mais normalement ça devrait être corrigé dans la mise à jour qui est peut-être déjà sortie parce que ça fait 1 mois que je ne l'ai pas allumé ce téléphone. Donc c'est possible que la mise à jour soit déjà sortie. Voilà. Alors on arrive bientôt à la conclusion de ce téléphone. Donc hormis la différence de taille, parce qu'on va pas parler de la différence de taille, chacun a ses goûts. Honnêtement il y en a qui s'y habituent, honnêtement il y en a qui s'y habituent pas. Donc ça c'est une question qui n'a rien à voir.
Mais personnellement, je peux passer sans problème de l'un à l'autre, que ce soit dans les deux sens, ça m'est complètement égal. Et ça, c'est un bon point. Ça veut dire qu'au final, je ne suis pas aussi adhérent à Apple, je ne suis pas dépendant à Apple, puisque je suis un téléphone comme ceci, qui a une certaine puissance, certes. Après, il faut pas non plus dire que c'est parfait pour les jeux, j'ai testé des jeux dessus. Et Android a quand même ses défauts, et je dis bien Android, parce que ce téléphone n'en a pas vraiment que je puisse vous avancer. Mais Android a un défaut, à la rotation de l'écran, les jeux doivent, enfin les applications en général doivent recharger. Alors certaines applications sauvegardent l'état, même beaucoup, sauvegardent l'état actuel de l'écran pour le recharger lorsque l'application se recharge, lorsqu'on retourne l'écran. Mais lorsque c'est un jeu très gourmand, c'est très vite embêtant de devoir recharger la barre de chargement qui met autant de temps à charger que ça. Voilà. Ça, c'est le seul défaut que je peux lui reprocher, je peux lui donner, voilà, je lui reproche même, et c'est dû à Android lui-même, qui a une façon de gérer le système que j'apprécie moyennement de ce point de vue-là. Tout le reste, c'est aucun problème. J'ai eu beaucoup de téléphones Android parce que ça coûte beaucoup moins cher, justement, que les iPhones. Et justement, là, on en vient au point intéressant. Le 5, on peut le mettre donc ici. Le 5 avait une valeur lors de sa sortie de 700 euros. Forcément, aujourd'hui, il vaut un peu moins. Et bien, figurez-vous que le Cubot H1 m'a coûté seulement 120 euros. 120 euros pour avoir un truc où je suis aussi convaincu que l'iPhone. Donc, vous pouvez voir que l'iPhone n'est pas l'unique issue. En revanche, il y a des fonctionnalités qui sont absentes et que j'apprécie beaucoup sur l'iPhone. Sur Android, il n'y a pas vraiment de fonctionnalités absentes que sur l'iPhone que je n'apprécie pas, au-delà du fait que ça fonctionne avec le Google Chromecast pour beaucoup de fonctions, etc. J'ai le Google Chromecast, mais j'ai aussi une Freebox Révolution de chez Free qui me permet d'avoir AirPlay, la technologie d'Apple. Donc de ce point de vue-là, je suis neutre. Après, tout dépend de l'équipement que vous avez à la maison avec lequel vous pourrez l'associer. J'ai acheté ce téléphone plus pour commencer à développer dessus des applications, mais je m'en suis servi comme téléphone. Et il faut savoir que le 4G, tout ça, ça me ravit. L'autonomie de batterie, ça me ravit. Et le prix me ravit. Puisque 120 euros par rapport à un iPhone, c'est ridicule. Et je l'ai acheté 120 euros, il était neuf. Il venait tout droit du magasin. Enfin, du magasin, de l'usine, on va dire. Parce que c'est pas vraiment un magasin, ils sont pas de magasin. C'est une marque low cost, pas très connue. Mais franchement, elle mérite de se faire connaître. La chaîne YouTube, ils ont créé une chaîne YouTube sur laquelle ils partagent leurs créations. Et à un nombre constant d'abonnés, qui sont bien supérieurs à moi, mais c'est normal pour un produit. Et franchement, je vous conseille d'aller faire un tour. Si vous planifiez, si vous pensez avoir été convaincu par ce téléphone Android, le Cubot H1, sachez que sa mise à jour, le Cubot H2, est sorti cette année. Et pour le même prix, vous avez des améliorations, l'autonomie de batterie encore plus améliorée. Le but du Cubot H1, c'est vraiment sa batterie. Ce qui est vanté en premier sur le site, c'est sa batterie. Et c'est vraiment ça le plus important. Donc, le plus important point fort de ce téléphone. Et c'est vrai que en le testant, il n'y a pas photo. C'est vraiment le Cubot qui l'emporte sur un test de batterie. Il n'y a vraiment aucun souci. On peut même s'amuser à recharger le téléphone lorsqu'il a atteint 0%. Que les deux finiront à 0% en même temps. Une fois qu'on aura rechargé l'iPhone 5 une deuxième fois. Autrement dit, il tire le double de la charge de l'iPhone. Si ce n'est même voire le triple de la charge de l'iPhone. Donc forcément, ça c'est le meilleur bon point donc, que je peux lui donner. Et enfin, vous me connaissez, j'adore tout ce qui est petits gadgets comme ça sur un smartphone comme ça. Il y a un petit gadget que je trouve sympa et que je voulais partager encore pour la fin de la vidéo. Vous savez que certains accessoires requièrent une connexion en infrarouge, donc certains smartphones les plus haut de gamme en possèdent. Et bien ce téléphone n'a pas vraiment d'accessoires infrarouge, mais l'équipe de Cubot s'est dit qu'ils allaient quand même mettre un capteur infrarouge ici sur le dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici vous avez une liste de produits. Je peux choisir ici par exemple télévision. Je peux ici chercher JVC, puisque ma télévision est de marque JVC.
Et ensuite, je peux m'amuser à allumer ma télévision avec cette télécommande. En termes de points négatifs, je n'en ai pas vraiment à donner puisque j'apprécie énormément ces deux téléphones. Alors maintenant, j'utilisais jusqu'à maintenant un iPhone 5S et je suis repassé au 5. Pourquoi? Eh bien parce que je vais vous faire bientôt un comparatif entre les deux et je peux vous dire que beaucoup de gens sur YouTube, notamment, je peux vous donner un exemple, Detect a dit qu'à chaque fois il y avait des mini-améliorations. C'est parfaitement compréhensible et j'ai la même logique. Il y a des petites améliorations, ça ne sert à rien de passer au modèle supérieur lorsque le téléphone est encore trop récent. Passer de l'iPhone 4 à l'iPhone SE, ok. Passer du 5S à l'iPhone SE, non, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Le 5S est encore beaucoup trop récent pour qu'on puisse passer à l'iPhone SE. Sauf si on veut absolument passer à un iPhone plus récent. Et à ce moment-là, autant passer sur le 6S. C'est bien plus intéressant comme compromis. Mais par contre, donc, ce que je dis, c'est ce que je voudrais montrer dans la prochaine vidéo que je vais faire, c'est les différences qu'il y a entre les deux modèles. Quand on passe de l'un à l'autre, ça fait pas vraiment de différence. Quand on retourne sur le premier, ça fait une énorme différence. On a l'impression d'une obsolescence totale, que le produit est totalement obsolète, qu'il est vieux comme la pierre, qu'il ne supporte aucune des fonctions. Et c'est vraiment la sensation que j'ai en passant d'un appareil. Je suis passé du 6 au 5S au 5 et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai été déçu par des fonctionnalités qui me manquaient parce que j'avais tellement l'habitude de les utiliser. On fera le point sur cette vidéo la fois prochaine. Et qu'est-ce qui se prépare? Je prépare de switcher vers l'iPhone SE. Pourquoi? Parce qu'il propose des vidéos en 4K. Donc à chaque fois que je devrais bouger quelque part, vous faire des vidéos, je pourrais les filmer en 4K. Ce que je trouve très pratique puisque je commence à vraiment m'habituer à ce 4K. Donc le fait que mon téléphone soit compatible 4K, c'est très bien. Mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, ne vous inquiétez pas. C'est pour avoir le retour du capteur d'empreinte, etc. Puisque oui, j'ai donné mon iPhone 5S, il ne m'appartient plus. J'ai récupéré le 5 en attendant d'avoir le SE. Voilà. C'était Plugin, j'espère que ça vous aura plu comme test. Voilà, je vous compare donc un téléphone low cost qui est très très grand. Je ne suis pas parti le comparer avec l'iPhone 6, même si ça aurait été plus légitime au niveau de la taille d'écran. Parce que l'iPhone 6 est quand même vachement plus récent que ce Cubot. Ce Cubot est sorti en 2013 et il faut dire qu'il ne vieillit pas. Contrairement aux iPhones, il ne vieillit pas, il est toujours vraiment d'actualité. On peut parfaitement planifier de l'acheter et il n'a vraiment aucun souci. Il est toujours mis à jour continuellement. C'est des mini mises à jour qui font quelques mégaoctets, mais qui corrigent souvent des petits bugs que vous pouvez trouver, comme par exemple ce bug du Wi-Fi. Je vais tout de suite après regarder dans les mises à jour et vous dire si la mise à jour est sortie ou non. Et à ce moment-là, si elle n'est pas sortie, je vous contacterai Cubot et ils me feront un correctif, c'est sûr. On peut les contacter. Ils ont un site d'assistance Twitter, comme récemment Apple l'a fait avec Apple Support. Bref, j'ai un peu trop parlé, ça fait 30 minutes que je tourne. À la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Voilà, juste avant que vous partiez, si vous êtes toujours là, je vous demanderai de laisser en commentaire comment je peux améliorer la qualité de mes vidéos. Je suis donc constamment, je lis chacun de vos commentaires pour voir comment je peux améliorer mon contenu. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai éventuellement oublié de préciser si vous connaissez ce type de téléphone? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu dire autrement? Ou bien quoi que ce soit. À chaque fois que vous laissez ce genre de commentaires, je les lis, j'en prends soigneusement note et je fais de mon mieux pour suivre vos conseils que vous me donnez qui me permettent de progresser sur YouTube. Donc si vous avez 2-3 minutes, s'il vous plaît, prenez le temps de dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Vous pouvez également lâcher un like pour dire que ça vous a plu, que ça vous plaît. Et donc, vous pouvez finalement vous abonner pour voir ce que je vais faire par la suite. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, libre à vous de continuer votre chemin sur le monde merveilleux de l'Internet.